Yo, comment ça va? J'ai pas dormi. Ah. Non mais le soleil, c'est le soleil aussi, mais le sommeil surtout c'est pour les losers. Moi je suis belge, hein, les deux c'est pareil. Hein. C'est des trucs qu'on n'a pas souvent. Bouh. Je suis mort. J'en peux plus. Ah. Ça fait 12 heures que j'essaie de dormir. Voilà, donc là je suis un peu en souffrance à l'intérieur. Mais si je me décale, ça va me foutre dans la sauce pour les rendez-vous que j'ai dans les prochains jours. Donc je peux pas dormir. Je peux pas. Donc voilà, je fais des trucs pour me rester éveillé. Là avant j'ai nettoyé un truc. Après je me suis rasé. Et là si je fais pas un truc, je m'endors. Voilà. Donc à tout moment pendant le live je phase. À tout moment j'ai des absences.
Et j'ai genre de 5 minutes de moi qui bave devant l'écran, mais il faut pas que je dorme. Yes. Voilà. Donc, hein, ouais, on va être vachement efficace là, je le sens. Heureusement, j'ai mon Howley pour être sûr de pas m'endormir. Ouais. Bah, c'est mieux qu'hier déjà. Là, comment ça s'appelait déjà? La Fruity Frog, j'ai pas pu, hein. La Fruity Frog, c'est pas possible, c'est une insulte. Mais celui-là, j'ai déjà oublié ce que c'est. C'est un... C'est quoi que je viens de m'enfiler là? C'est un... C'est l'aigle là, le Raspberry Raptor. Ça. Ce truc là. Donc il y a je crois que c'est des framboises et des oranges là-dedans. Enfin pas vraiment, mais c'est de la poudre, mais bon. Voilà, en tout cas c'est de la belle poudre de perlimpinpin. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Ça commence déjà, j'ai des trous de mémoire. Je voulais rehausser mon siège, et c'était donc ça. Hop. Avec mon bureau trop petit. Hop là. Nickel. Je crois. Comment ça va? Pour ceux qui ont dormi, j'entends. Ceux qui n'ont pas dormi, je me doute qu'ils doivent plus ou moins être comme moi. Auquel cas, allez dormir, les gars. Je suis content, j'ai pu manger ma mangue hier. Oui, parce que j'ai commandé des mangues. Les précédentes, il y en avait une sur deux qui était pourrie et l'autre, la dernière, elle était pas top. Ce coup-ci, mes mangues sont arrivées nickel. Elles sont arrivées nickel, pas encore mûres. Et donc, ça m'a laissé 2 jours de répit pendant lesquels j'ai pu manger mes autres fruits. Voilà, j'ai pu manger mon ananas. J'en ai pris 2, donc il m'en reste un. Et j'ai pu manger mon... Waouh, oh, dis donc. Plus blanc que blanc. J'ai pu manger... mes framboises, il m'en reste aussi un pack. Et d'autres trucs. J'ai pu manger des trucs, ça c'est bien. Pour ces temps-ci, je bouffe que des fruits, des lentilles et des légumes. Et du riz. Et de la purée. Et là, j'ai tout cité. Voilà, j'ai tout couvert parce que je cherche désespérément à faire un régime. D'ailleurs, j'ai pas noté le... Parce que je tiens des notes du coup des kilocalories à pas dépasser, du nombre de jours que je tiens un régime. Et là, j'inaugure officiellement le... 7e jour. Ou 8e, je suis plus sûr d'avoir noté hier. Bref. Voilà, ça fait au moins 7 jours. Peut-être 8. Ça fait une semaine que je suis en régime. Ça fait une semaine que j'ai envie de crever. Voilà. C'est super. Ah, j'ai pas vérifié la synchro de la voix. J'ai la tête qui tourne, c'est insupportable. Mais du coup, je sais pas. Bon, je vais vérifier ce coup-ci, mais je vois que le réseau va bien. J'espère ne pas avoir de coup de pute comme hier où juste le réseau décide de cesser de fonctionner parce que... allez savoir pourquoi. En plus, là, il fait 18 degrés et il fait très nuageux. Effectivement. Donc vas-y, si mon PC décide de planter, c'est que faut que j'en rachète un. Hein. Et ça tombe mal, j'ai pas le pognon pour ça. Et c'est pas prêt d'arriver. Bon. J'ai Pines, c'est qu'il faut que je remette un décalage dans les seuils. Moi j'ai Pines. Hop là. Voilà, ça devrait être mieux. Ça devrait, c'est pas sûr hein. Je vois pas la différence moi mais... Bon. Non c'est pire, ok bon bah tant pis, on va réenlever le décalage. Voilà. Bah normalement voilà, c'est que vous avez l'écran, enfin le truc super décalé. Chez moi vous avez une seconde de retard mais normalement vous êtes dans les temps. C'est très bizarre, je sais pas pourquoi vous avez... Clairement, il y a un problème, il y a quelque chose de décalé, mais je sais pas. Ce n'est pas censé... Ma voix arrive trop tôt.
Donc il faut bien la décaler, j'ai raison. Ah, je vais pas me battre maintenant, hein. Pitié, hein. Oh. Décalage de 1 seconde. Il est d'accord ou pas? Il a pas l'air d'avoir compris que j'ai mis un décalage en fait. Non, il a pas compris. Eh ben on va te mettre 2 secondes de décalage. Allez. J'ai jamais eu besoin de mettre 2 secondes de décalage, donc je pense pas que ça va résoudre le problème, mais... Hein? Eh. Merde. N'est-ce pas? Bah non, ça change rien. Là, je vais mettre le même temps sur ce truc là et sur le micro. Et espérer que ça change un truc. Voilà, ça devrait être mieux. J'espère. Je sais pas. Non, vous avez toujours du décalage. Alors, tu me fous la paix maintenant ou pas? Si je mets 2 secondes ici. Ah oui, d'accord. Bon là du coup on a bien 2 secondes de décalage. Ben, on va faire encore autrement alors. On va faire un quiproquo, donc je fais un compromis. 500 millisecondes de décalage sur le deuxième truc qui est pas censé être modifié parce que c'est pas là-dessus que je mets mon retard d'habitude, mais bon. Je dirais pas que c'est nickel, mais je dirais que c'est mieux. Bon écoutez, on va faire avec, hein. J'ai totalement pas envie de me battre là-dessus pendant 8 ans. Voilà, ce sera comme ça, et puis c'est tout. Ce sera comme ça. Voilà, voilà. Bref. Bah ça c'est fait. Oui. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'il faudrait que je regarde? Non, hein, on est bon, je pense. Non, c'est bon. J'ai 1400 kbps, 30 fps. J'ai 9,2 à 9,7% de mon CPU d'utiliser, donc c'est pas la mort. Et il n'y a qu'un retard d'1 seconde. Ça devrait aller. Ça casse les couilles. Mon siège est mal branlé. C'est un vieux siège à moitié foutu. Et mon bureau est trop petit. Donc voilà, vraiment c'est nickel. Mais je peux pas me rapetisser encore, je suis déjà assez petit par rapport au décor, ça ressemble à rien. Bref, c'est si dur d'être moi. Hop. Ah, un truc comme ça. Du coup, je vais par là alors que vous êtes par là, mais... Merde. Hein? Oh. Et du coup, hop là. Quand même baisser un peu, sinon... Ça va être compliqué. Chaque fois, il faut que je me pète la nuque à vous regarder par là, là. Vous êtes loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On peut faire comme d'hab, hein. Donc soit les bébêtes chelous, soit les crypto-bébêtes comme on a vu hier. On a commencé la nouvelle playlist des crypto-bébêtes hier. On a galéré un peu. Là pour le coup c'était hier et j'ai pas dormi, donc j'ai encore une assez bonne mémoire de ce qui s'est passé. Donc on a voulu oui, alors le savoir c'est bien, mais maintenant il faut que j'arrive à le formuler et mes deux demi-neurones qui se courent entre eux ont un peu de mal.
on a découvert le calmar colossal qui est plus grand que le calmar géant. Petite bite de seulement 13 mètres de long. Là où le calmar colossal a des yeux de 30 cm de diamètre, ce qui est plus grand. Et c'est d'ailleurs, a priori, ce seraient les plus grands yeux du monde animal. Et en plus, il fait dans les 14 mètres, je crois. Évidemment, avec les tentacules. Donc voilà, le jour où vous trouvez un calmar ou un poulpe dont seulement la tête fait 14 mètres de long, vous m'appelez. Tiens, non d'ailleurs, m'appelez pas en fait, j'ai pas envie de voir ça. Bref. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas repassé ma chemise. Bon, tant pis. C'est pis. Voilà, ça restera comme ça. Donc on a d'abord trouvé le calmar colossal. Un calmar qui est très grand, qui serait a priori plus grand que le calmar géant. Et qui vit aussi dans les abysses. Et lui aussi il se fait bouffer par les cachalots. Il y avait... Ah mais j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire. Il y avait après ça le... Alors pour le coup moi je voulais parler de cryptobébêtes, donc des cryptides. C'est-à-dire des animaux... Déjà, c'est la cryptozoologie, c'est des animaux dont on estime qu'ils n'existent pas. Plutôt, c'est les animaux de Schrödinger. Du moment qu'on n'a pas trouvé la bébête, qui correspond à ouvrir la boîte, l'animal n'existe pas, mais le jour où on tombe dessus, on tombe dessus. C'est con, mais voilà. Et donc, voilà, le chat de Schrödinger, c'est pareil, vous regardez la boîte, enfin, tant que vous ouvrez pas la boîte, vous savez pas si le chat est là. Là, c'est la même idée. Voilà, vous ne savez pas si le chat est dans la boîte ou pas du moment que vous n'avez pas ouvert la boîte pour observer qu'il y est effectivement. Du moment que vous n'avez pas trouvé l'animal que vous n'êtes pas censé pouvoir trouver parce que tout le monde pense qu'il n'existe pas, concrètement il n'existe pas. Ce sont les animaux qui n'existent pas jusqu'à preuve du contraire. A priori c'est exclusivement des animaux. Voilà. Et le truc c'est que c'est une pseudo-science qui a un fond de vraie science parce que ça s'intéresse... En fait c'est obligé de prendre en compte beaucoup de trucs qui ne sont pas tellement scientifiques comme les témoignages des pignoufs locaux. Parce que on n'a pas de preuves, c'est le concept justement, on a très peu de preuves. Il y a moyen de trouver des preuves, mais on a très peu de preuves. Et donc c'est ce qui aboutit à des tas de légendes un peu fuckées. Ça donne le Yeti, le Bigfoot, ou Sasquatch, ou plein d'autres trucs qui sont tous des noms différents pour citer en gros le Bigfoot. Ça donne aussi des tas de trucs un peu loufoques comme le Mokele Membe qu'on a vu hier qui serait... un genre de dinosaure, rien que ça, de l'ancien temps, pas un oiseau, vraiment un dinosaure sauropode, donc genre un diplodocus, dans les marais du Congo, bien sûr. Un genre de Nessie du Loch Ness, un monstre du Loch Ness mais version Congo. Pourquoi pas? Bon, en vrai, il y a encore une fois plein de trucs très intéressants qui font que c'est cool de se pencher sur la question, mais... on a vu hier qu'il y a pas mal de trucs qui font qu'on... Moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. De là à dire que c'est un monstre, un dinosaure Nessie ou un truc comme ça, ou... Non. Ça, je n'y crois pas. Par contre, une bestiole qu'on connaîtrait pas trop ou qu'on connaîtrait bien mais qu'on s'attendrait pas à trouver là, ça, oui. Ou plusieurs bestioles même, parce qu'il y a des preuves qui ressemblent... Enfin, qu'on se demande comment elles matchent, quoi. Donc voilà. Et moi je crois beaucoup à la théorie d'un éléphant, un hippopotame et ou un serpent. Le reste, démerdez-vous. Bref, voilà, ça donne lieu à pas mal... C'est surtout des légendes, des mythes, etc. Mais parfois, pas tant que ça. Parce que plein d'espèces ont été des cryptides avant d'être refilées aux zoologues quand on a confirmé leur existence, comme le panda, l'okapi, les calmars géants, qui ont plus ou moins façonné la légende du Kraken, et tout un tas d'autres trucs. Le Saola aussi, dont on a déjà parlé sur la chaîne, et on l'a revu dans la liste des cryptides hier. Bref, il y a pas mal de bestioles dont on supposait qu'elles n'existaient pas parce que c'était totalement improbable et qu'il y avait très peu de gens qui les observaient et que c'était que des rumeurs. Et puis on s'est senti quand on est effectivement tombé dessus, qu'on a trouvé des photos et qu'on a trouvé éventuellement plusieurs membres de groupes qu'on a pu éventuellement capturer pour les faire baiser dans nos os. Et après, du coup, on avait plein de portées et on était content. Voilà.
Donc dire que la cryptozoologie est une pseudo-science, je suis pas d'accord parce que c'est quand même un moyen, manifestement efficace, de trouver des espèces qu'on connaît pas, ou dont on soupçonne pas l'existence dans certaines conditions, à certains endroits, etc. Mais bon, ça a l'air d'être renseigné plutôt comme une pseudo-science, parce que les sciences n'ont pas l'air de vouloir trop... Enfin, les sciences, le pognon, on va dire, injecté dans les sciences n'a pas l'air de pouvoir être injecté vraiment là-dedans, parce que c'est pas considéré comme quelque chose de sérieux. Et vu les grosses légendes qui font vraiment le patrimoine culturel de la cryptozoologie, je peux comprendre. Surtout quand on doit choisir entre investir un énorme paquet de pognon dans la protection des espèces ou dans la traque d'un animal dont on n'est pas sûr qu'il existe dans un territoire super large où aucune des 20 expéditions précédentes sur les 2 derniers siècles, voire plus, comme on l'a vu pour le Mokele-mbembe, n'a porté ses fruits. Ça fait quand même relativiser, quoi. On se dit oui, il y a plus important que chercher un animal qu'on n'est pas sûr qu'il existe, quoi. Et ça, je le comprends, mais il faut quand même considérer au moins les expéditions concernant la découverte comme des vrais trucs, sans même considérer qu'on va tomber sur le Mokele-mbembe. La faune et même la flore du marais, je sais pas où, du Congo, est très peu explorée justement parce que c'est un milieu compliqué à explorer, parce que c'est un milieu assez hostile, assez compliqué à traverser, et rien que pour ça, et le fait qu'on n'y va pas beaucoup, et que même je vais dire tribus locales, c'est un peu de la merde, mais même les populations locales ne vagabondent pas trop dans le territoire, bah ça fait qu'il y a énormément de chances qu'on trouve au moins quelques espèces intéressantes, sans forcément dire qu'on les connaisse pas. Ce serait intéressant de les retrouver là. Bref, donc voilà, ça vaut quand même la peine, je trouve, la cryptozoologie, de se pencher dessus. Après, évidemment, il faut savoir garder une part d'ouverture d'esprit et une capacité de recul. Évidemment, pour le fameux dinosaure qui vivrait dans le marais et qui peut se faire des petits sprints à la nage, je n'y crois pas. Ça, c'est mort. Mais ça reste très intéressant et ça a permis de découvrir plein d'espèces. Donc voilà, dire que la cryptozoologie c'est pas une science, je suis pas d'accord. Ça se base quand même en bonne partie sur des méthodes scientifiques, mais pas que. C'est là que ça coince. Ça, plus le fait que c'est obligé de se reposer sur des témoignages d'êtres humains qui vont donc en grande partie se reposer sur la culture humaine, donc le folklore, et donc pas sur des faits. Bon ben voilà, ça peut poser souci. Et ça enlève une part de la crédibilité de la cryptozoologie. Donc il y avait ça. Et troisième truc, c'était des primates, c'était des chimpanzés. Le Billy Ape en anglais, il n'a pas vraiment de nom en français je crois. Et il y avait un deuxième nom mais je sais plus ce que c'est. Et en fait c'était des chimpanzés totalement normaux, mais pour ceux qui jouent à Pokémon, imaginez un chimpanzé d'Alola. Voilà, c'est pareil. C'est les chimpanzés qui sont pas du tout sur leur territoire qu'on les connaît. Hein? Ils sont pas du tout sur le territoire où on a l'habitude de les rencontrer. Ils sont sur un autre territoire. Au Congo aussi, il me semble. Et ils sont sur des îles qu'on s'attendrait pas à les trouver là. Ils ont l'air, apparemment, parce qu'ils ont été décrits, plus agressifs. Et plus imposant, voilà. Et en fait, il y a des gens qui suspectaient que c'était éventuellement un croisement entre les chimpanzés et des gorilles, ou une espèce de pourquoi pas une nouvelle espèce ou une sous-espèce, ou rien de tout ça. Un test ADN a été fait grâce c'est pas des randonnées, aux expéditions menées par des experts en cryptozoologie et par d'autres scientifiques homologués. Et ça a permis de mettre en lumière que c'est des chimpanzés totalement normaux. Simplement, ils sont là et ils évoluent sur place. Voilà, donc ils sont globalement identiques. Ils ont ils ont une énorme proximité génétique avec les chimpanzés. Ce sont des chimpanzés d'ailleurs, hein. Et pas des bonobos, hein, ce sont des chimpanzés. Et ils ont, c'est des chimpanzés quoi. C'est juste des chimpanzés. Ils ont les mêmes modes de vie, la même utilisation des outils, la même façon de communiquer, la même façon de vocaliser, on va dire. Pour ce qui est de leur façon de parler, ils ont les mêmes moyens de communication, mais ils ont des patois, si vous voulez, parce c'est comme nous, quoi. Et c'est des grands groupes qui se sont séparés il y a un moment,
Et donc forcément, la façon de parler la langue a un peu changé, et la langue en elle-même a un peu changé. Je parle de langue, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va dire qu'il y a comme des patois chez ce chimpanzé. Et donc voilà, du coup, il n'a pas vraiment de nom scientifique, le Billy Ape, parce que c'était son nom provisoire jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait c'est une espèce qu'on connaît très bien. C'est un chimpanzé le truc. Voilà. Mais il a éventuellement un petit peu changé, à peine. Et il a le même type de comportement. Les gens ont l'air de le trouver légèrement plus agressif, mais enfin bon. Donc voilà, c'est vraiment une version de Alola d'un chimpanzé. Assez cool, je trouve. Je me demande comment ils sont allés jusque là-bas. Est-ce que c'est le niveau de l'eau qui aurait baissé ou quoi? Je suis nul en géographie, je me rappelle pas des territoires exacts qui ont été franchis, donc si ça se trouve, il n'y avait même pas besoin, ils ont juste marché. Mais imaginons, c'est pas impossible qu'ils aient dû traverser une grande quantité de flotte et qu'à un moment, le niveau de l'eau est baissé, ce qui leur a permis de traverser, mais qui leur a pas permis de revenir quand l'eau est revenue, et du coup, ils ont dû rester sur place. Bref, donc voilà, un calmar colossal plus grand que le calmar géant, un pseudo-dinosaure introuvable et dont on trouve très peu de preuves qui sont cohérentes, mais beaucoup de témoignages oraux et écrits de populations locales et étrangères venues visiter sur place et évangéliser le bordel depuis avant 1800, je crois, qui rapportent globalement tous la même chose, ce qui est quand même intéressant. Prenez le Bigfoot, il y a quand même assez peu de témoignages qui racontent tous la même chose. Pareil pour Nessie, on a une idée générale, mais enfin ça part vite dans tous les sens. Là pour le coup, on a vraiment une idée très claire de ce que c'est. Tellement clair qu'on suppose pour le Bigfoot que ce serait un primate, ni plus ni moins qu'un primate. Et c'est tout. J'ai l'impression que le son va de plus en plus fort alors que j'arrête pas de le baisser, ça commence à m'énerver. Est-ce que c'est juste ma fatigue qui tape ou est-ce que c'est autre chose là? Parce que je sais pas moi. Je ne sais pas. Le rendu. Ce que ça donne ici. Est-ce que c'est pas un peu mieux là comme ça? Bon, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Bon, baisser le son ici, je vais le baisser là. Yes. Voilà, voilà, ça c'est les bébêtes qu'on a fait hier. Et donc on peut faire, si vous voulez, donc des nouvelles bébêtes, des nouvelles crypto-bébêtes. Donc des trucs qui n'ont pas vraiment été identifiés, des animaux qui sont censés ne pas exister jusqu'à preuve du contraire. Comme j'ai dit, on a eu un peu de difficultés hier, on est surtout tombé sur des espèces qui ont fini par être prouvées par la science. Mais le Mokelemembe par exemple, c'est pas du tout un truc qui a été prouvé par la science. Mais ça a fait soulever pas mal d'infos intéressantes et ça m'a fait dire plein de trucs. Donc voilà, c'est un sujet qui reste très intéressant. On peut parler de crypto-bébêtes ou on peut parler comme d'habitude de bébêtes bizarres et peu connues mais qui existent et dont on a des preuves qu'elles existent. Ça existe, on fait généralement ça sur la chaîne jusqu'à hier où j'ai inclus au contenu que je propose ici la découverte donc de bébêtes cryptozoologiques, des cryptides, et qui sont des animaux de Schrödinger. Voilà. Donc il y a ça. Et alors troisième possibilité, j'ai pas le bras assez long. Hop là. Le fameux bouquin dont je parle. Ouais, alors ça c'est pas une bonne idée, tu vois. Hop là. J'avais laissé mon Oli ouvert comme les derniers glands. Alors, le bouquin dont je parlais hier, et il manque de se mettre un coup de livre, sur les baleines. Et j'ai failli renverser mon bureau. Je sens que je suis fatigué là. Voilà. Bouquin très intéressant que j'ai pas eu souvent l'occasion d'ouvrir. J'ai un peu tout feuilleté quand je l'ai acheté, mais ça fait un an. Je l'ai acheté à mon passage au Muséum d'Histoire Naturelle de Bruxelles, parce que je suis belge une fois. Et donc je l'ai pris là. Et je l'ai pris en même temps que d'autres bouquins, dont celui-ci entre autres.
Voilà, très intéressant. Par contre, conseil universel, une brique jaune fluo, ça vous hurle, attention, je suis chiant à lire. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est vrai. Ce bouquin n'a pas été pensé pour être lu par des gens normaux, hein, clairement pas. C'est très intéressant, les fondements de l'éthologie par Konrad Lorenz, mais alors... Comment dire ça poliment? Si vous sentez que vous êtes un peu léger et que vous avez peut-être un peu du mal avec les mots compliqués, comment dire? Voilà. Moi, je suis pas forcément très à l'aise, mais je m'estime un petit peu à l'aise quand même. Et j'ai franchement galéré et j'ai pas fini le bouquin, je suis même pas à la moitié. Il faut vraiment être très intéressé par la biologie, particulièrement par l'éthologie, l'étude du comportement animal. Sinon, vous allez très vite vous retrouver à dormir sur le bouquin. Voilà, ce n'est pas un bouquin de divertissement, hein, c'est vraiment un bouquin pour ceux qui ont envie d'ingérer de la matière, non pas pour la matière, mais pour ce qu'elle permet de déduire. Voilà, ceux qui aiment bien savoir des trucs et qui aiment bien en plus avoir une meilleure conception du monde vivant, c'est nickel pour vous, mais accrochez-vous, c'est une tannée à lire et à comprendre en plus. Donc, voilà. Mais très intéressant quand même. Beaucoup moins compliqué. L'école des suricates de Michel de Pracontal. C'est nickel, je l'ai acheté à 7,80 €. C'est ça. C'est super. Et ça donne pas mal de... Ça par contre ça peut vraiment être du divertissement. Ça vous l'achetez à un gamin de, je dirais 12 piges, même en dessous, hein. Un gamin de 10 ans, ça parle de sexualité, de primates, ça parle de chimpanzés qui se frottent la vulve. Sachez-le. Voilà. Moi, personnellement, quand j'avais 12 ans, et même 10 ans, il se trouve que je savais déjà un certain nombre de trucs. Et ça m'a pas choqué, Les outre-mesures, maintenant, ça m'a juste pas choqué. Moi, c'était déjà de l'acquis. Mais voilà, selon où vous en êtes, vous et votre entourage, voilà, sachez. L'école des suricates, voici l'histoire d'une découverte scientifique clandestine. Depuis plus d'un demi-siècle, les preuves qu'il existe d'autres formes d'intelligence que celles des humains, non pas dans l'espace intersidéral mais sur Terre, s'accumulent. Nombre d'animaux, et pas seulement les grands singes, fabriquent et utilisent des outils, construisent des habitats, chassent en équipe, déchiffrent les intentions d'un congénère, recourent à la ruse. C'est la dimension sociale de la vie animale qui, observée sur le terrain par de remarquables chercheurs et surtout chercheuses, débouche sur la reconnaissance de ce qu'il faut bien considérer comme de véritables comportements culturels, inventés, appris et transmis. Cette enquête sur les mésanges anglaises, les macaques japonais, les chimpanzés de Tanzanie qui se frottent la vulve, les baleines de mer froide, sans oublier les suricates de Kalahari, nous en dit long sur notre humanité. C'est très intéressant, c'est très cool, et ça remet l'église au milieu du village concernant la perception que l'homme a de lui-même au sein du monde vivant. Bon, sur la chaîne, je le dis tout le temps, mais je le répéterai jamais assez, vu ce qu'on voit ici. L'être humain a un ego, mais un ego, putain. Voilà, on n'est pas au milieu de tout, on n'est pas à l'origine de tout, on n'est pas supérieur à quoi que ce soit, on fait partie du monde vivant et on n'est absolument pas plus meilleur que d'autres espèces. Pas du tout. Voilà. Et ce bouquin permet de remettre l'église au milieu du village concernant énormément de points qu'il est, je pense, crucial d'aborder dès le plus jeune âge pour éviter d'avoir des gens cons une fois à l'âge adulte, qui se croient au-dessus de tout, alors qu'en fait ils font simplement partie du système et qui sont incapables de l'accepter. Voilà. Très cool le bouquin donc. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, moi? L'entrée de l'autre lado de la jungle. Très sympathique bouquin qui continue sur la lignée que je viens de vous dire, l'avancée que je viens de vous décrire là. De Paul Servigne et Gauthier Chapelle. Pourquoi? Non, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Je me dis qu'il y avait un problème. Et donc ça, et c'est vachement bien. Remarquez la quantité de post-it qu'il y a dans ce bouquin. C'est parce que j'ai fait un travail dessus en secondaire et sur mon TFH, donc travail de fin d'humanité. J'ai fait un boulot de 50 pages sur l'altruisme en biologie. Et apparemment c'était bien parce que les profs d'UNIF qui ont feuilleté mon TFH, qui n'était pas une thèse universitaire, hein, j'étais pas encore à l'université, mais ça a été lu quand même par des gens qui s'y connaissaient, ont trouvé que c'était super, et il y en a même un qui m'a dit que c'était digne d'une thèse. Donc
Voilà, écoutez, si je peux placer ça quelque part, moi je le fais. Ça flatte mon ego. Voilà. Voilà. Bref, il y a plein de bouquins du genre à lire qui sont très très cool. Et donc j'ai acheté ces bouquins-là en même temps, et même encore un ou deux autres bouquins. Ouais. Bref, j'ai acheté ces bouquins-là pendant ma visite à l'aquarium. Non, pas l'aquarium, le muséum d'histoire naturelle. Ça fait bizarre parce qu'à Liège, il y a un muséum d'histoire naturelle qui est fusionné avec un aquarium. L'aquarium est en bas et le muséum est au-dessus. Et le muséum d'histoire naturelle de Bruxelles, je ne lui connais pas l'aquarium, donc voilà, mais c'est bien là-bas que j'ai acheté mon bouquin et tous les autres. Ça m'a coûté la peau du cul, mais ça valait le coup. Parce que c'était pendant un voyage avec l'école et je n'aime pas les gens et je n'aime pas l'école. Donc ça s'est pas super bien passé. Par contre, j'avais de la lecture. Donc voilà. Et donc ce bouquin qui met des photos, c'est un genre de mini-encyclopédie qui répertorie plein de types de trucs très très différents, de type baleine évidemment. Alors baleine, dauphin, cachalot et plein d'autres trucs du genre. Et c'est très 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 stylé. N'est-ce pas? Ça devient très vite très très cool de se renseigner là-dessus. Ah oui, et comme je l'ai montré hier, ça contient aussi la lignée évolutive des dauphins. Pourquoi c'est si intéressant? Parce que ça permet de voir d'où ça part les dauphins. Alors je dis les dauphins, mais les baleines à l'échelle large. C'est quoi? D'où ça vient? Pour ceux qui ne le sauraient pas, on va refaire rapidement le tracé de l'évolution. Bactéries, enfin cellules, bactéries, poissons. On met la tête hors de l'eau, on va voir ce qui se passe dehors et on part à la conquête des continents. Amphibiens, reptiles et cousins reptiles mammaliens. Tous deux, ils font leur trajet, ils font leur truc. Les reptiles, c'est Agrogro, le T-Rex, tout ça, et plein d'autres trucs, d'ailleurs, le crocodile aussi, qui sont pas forcément proches cousins. Et vraiment une chier de diversité. Et les reptiles mammaliens, ils ont donné les mammifères. Voilà. Du coup, ça donne plein de trucs, y compris moi, bonjour, et youpi. Sauf que, parmi les mammifères, il y en a un qui a décrété que, vas-y, ça craint les continents, c'était mieux la flotte. Et ce truc, ça s'appelle... C'est pas le Pachycetus? Ah non, le Pachycetus, c'est le deuxième. C'est l'Indiocetus, qui date d'il y a rien que 50 millions d'années. Voilà, et ce machin, donc, a décrété que, vas-y, les continents, c'est chiant, on va repartir dans l'eau. Et donc, c'est plus ou moins à partir de lui qu'a commencé... c'est le plus vieux fossile de baleine ou de proto-baleine, voilà, qu'a commencé le retour du mammifère en question à l'eau. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a la baleine bleue. C'est combien de mètres de long la baleine bleue, juste pour déconner? Baleine bleue, c'est... Oui, j'ai pas tapé de taille, je sais pas. Ah oui, voilà, 25 à 27 mètres. Moi, c'est tout petit, hein. Ah, franchement, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat non plus. Voilà, c'est pour ce qu'on en sait le plus grand mammifère ever de tous les machins qu'on a eu sur la Terre qu'on connaît. C'est le plus, on a rien de plus grand à notre connaissance qui a frôlé, j'allais dire le sol, mais du coup non, l'eau de cette Terre. Voilà. Pour ce qu'on en sait, il y a certainement des informations qui nous manquent, mais voilà. Encore qu'un fossile de cette taille, s'il a été conservé, il y a des chances qu'on finisse par tomber dessus. Voilà. Et donc ça a commencé avec l'Indo-Ius, il y a 50 millions d'années, puis le Pachycetus. Globalement, tout ça, ça ressemble un petit peu à un genre de musaraigne version chien. Voilà, d'ailleurs un genre de Pokémon. C'est une fusion entre une musaraigne et un chien. Et puis ça ressemble de plus en plus à une baleine, quoi. Pas de nageoire à ce moment-là, bien sûr. Hop, c'est ici que ça se passe. C'est celui-là. Le tout premier, là, c'est pas... on dirait pas une baleine, important. Voilà, on est là-dessus, quoi. Ah, c'est comme ça que c'est, oui. Ah.
Et puis en dessous, deuxième, le Pachycétus. Le troisième, je sais pas. Et ainsi de suite jusqu'à les baleines et les dauphins. Plus exactement, parce que là, ce que vous voyez, c'est des dessins, mais en fait, c'est censé être représenté par des catégories de noms qui décrivent les odontocètes et les mysticètes. Les odontocètes, c'est ceux qui ont des dents, et les mysticètes, c'est ceux qui n'en ont pas. À la place, ils ont des fanons. Globalement, l'essentiel des grandes baleines, donc la baleine bleue par exemple, le rorqual et tous les autres machins, c'est des mysticètes, ils ont des fanons. Mais les dauphins, les orques, les belugas, le marsouin, tout ça, c'est des odontocètes, ils ont des dents. Voilà. Et donc ça contient plein d'informations très très cool sur les baleines, parce que j'aime bien ça. Et évidemment tout est en anglais, donc j'ai quand même une connaissance un peu limitée du machin. Hein. Mais il y a plein d'informations très cool. Le développement du melon, etc. Et surtout dans ce machin, qu'est-ce qu'il y a? Bah des baleines, genre plein sa mère, évidemment. Mais plein quoi. Je sais pas exactement combien il y en a, mais une énorme partie des baleines répertoriées aujourd'hui figure dans ce bouquin. Ça c'est plutôt cool. Et ça permet de se renseigner. Est-ce qu'on prendrait pas, parce que c'était là que je voulais en arriver, une des espèces qu'il y a là-dedans pour faire des recherches dessus et en apprendre plus. Je me rappelle avoir vu quelques trucs intéressants là-dedans. Ouais, c'est vrai que celui-là était pas mal. Ceux-là, ils sont peut-être pas trop connus en tant que dauphins. Enfin, quand je vous parle dauphin, souvent les gens ils imaginent toujours la même tronche, quoi. Mais les dauphins ont pas toujours tous la même tronche, hein. Je pense que ça peut être intéressant de vous montrer ça. Moi, je pense qu'on va partir là-dessus. Beaucoup d'images d'orques qui chassent là-dedans, dis donc. Hein. Heureusement que c'est des requins que j'ai peur, parce que me sentir là bien. Ok, et bah donc du coup ça part sur, j'ai le nom ici, Platanista gangetica et Inia geoffrensis, à savoir c'est en anglais, le dauphin des rives du Gange, là, et le dauphin des rives de l'Amazonie. Voilà, ou de l'Amazone. Amazonie, Amazonie c'est un territoire, l'Amazone c'est un fleuve, je crois, je sais pas. Mais je vous dis, moi je suis nul en géo, donc bon. Et vous allez voir en quoi qu'ils sont spéciaux ces dauphins. Gange, River, Dolphin. On va commencer par celui-là. Celui-là, il est un peu chelou, mais en vrai, pas autant que le suivant qui lui ressemble beaucoup, mais en étant encore plus bizarre. Hop. Et je vais vous switcher. C'est mon PC surchauffe, putain. Mec, il fait 19 degrés, quoi. Fais un effort. J'ai rien d'ouvert sur mon PC, quoi. Enfin, si, j'ai ma page YouTube. C'est vrai. J'ai la page YouTube qui joue le son en fond. J'ai pas vérifié là parce que j'ai modifié les paramètres. Je ne sais pas ce que vous entendez là maintenant. Bon, ça m'a l'air bien. Ah, il faut que je vérifie un paramètre important, le décalage son. Ouais, ça m'a l'air d'aller. Bon, bah voilà. Et donc, le machin que j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça. Donc, le machin... Pas encore rendu. Hein. Là. C'est ceci que je veux. Il va forcément y avoir une page Animalia.
sûr. Yes. Trouvé. Le Platanista gangetica. Évidemment, on n'a pas d'image. Nickel. C'est bien ce que je voulais, ouais. Bon alors attends, maintenant j'ai le nom qui est déjà écrit, donc ça va être moins chiant. Je n'ai qu'à prendre ça et le taper ici. Et normalement, on devrait avoir des photos un peu correctes. Voilà. Et donc moi, je vous parle de ça. C'est flou. Oui, mais celui-là, il est... Non, ça m'intéresse pas. Comment je peux vous trouver... comment je peux vous trouver des photos intéressantes? Oui, c'est peut-être pas trop mal. Pas grand-chose, hein. Voilà. Là, vous avez un peu la tronche du bousin. Déjà, où sont les yeux? Où ce qu'ils sont, on sait pas. Bon, c'est le petit trou juste au-dessus du coin du sourire, là. Et alors, autre truc, où est l'aileron dorsal? Vous savez, le truc avec les requins, là, il y en a pas, là. Enfin, il y en a un, mais vous voyez bien qu'il est atrophié, donc il est tout petit. Rien à voir avec les gros ailerons bien bandants des dauphins habituels. Même problème que chez... Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, mais c'est le même truc que chez le beluga. Une baleine blanche. Surnommé le canari des mers. Je le sais parce que c'est mon totem scout. Donc voilà. Je chante comme une casserole, mais on m'a appelé beluga. Je sais pas pourquoi, cherchez pas. Donc voilà. Et du coup, enfin si à la base il m'avait fait une épreuve à la con là. Il voulait que je passe à travers des tas de parcours de merde. Et ils avaient omis un tout petit détail. C'est qu'ils avaient rendu le parcours extrêmement casse-couille et tout devait se faire entre les arbres. Il y avait de l'eau en dessous, hein. Et moi je sais nager. Donc au bout d'un moment j'ai rage quitte et j'ai fait tout le trajet à la flotte. Et c'était tellement plus facile. Ça m'a pris 5 minutes. J'ai dépassé plein de gens. Donc voilà. C'était assez facile. Maintenant pourquoi beluga parmi tous les autres machins qui vivent dans la flotte qu'ils auraient pu prendre, je sais pas. C'est certainement pas pour l'aspect social en tout cas, ça croyez-moi. Donc voilà le dauphin du Gange. Alors par contre on va aller voir, on va aller checker un petit truc très vite. Et ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il est classé comme en danger. Il me semblait que c'était encore pire et qu'il était en critically endangered, moi. Donc c'est bien si c'est pas le cas, mais oui, malheureusement c'est des dauphins, ça craint pour eux ceux-là. Hein. Les deux que je vais vous citer là, ça craint. Donc voilà, le dauphin du Gange, merde, tout est en anglais. Heureusement il y a des langues différentes. Yes, j'ai le français. Alors le Platanista, c'est un genre de cétacé qui comprend 2 espèces. Le dauphin du Gange, précédemment connu comme Platista gangetica gangetica. Sauf que ça c'est une sous-espèce, pas sûr de comment tu le décris ton truc. Et le Platanista minor, le dauphin de l'Indus, précédemment connu comme Platanista gangetica minor, qui n'est pas le dauphin dont je vous parle maintenant. Alors c'est un... Ouah, je connais pas ce nom. Un catéméral, c'est un organisme qui a des périodes d'activité sporadiques et qui paraissent aléatoires autant le jour que la nuit. Ah oui, catéméral, c'est le vrai mélange entre nocturne et diurne où on ne sait pas en fait. Parce que souvent, quand on tombe sur des espèces comme ça où on a l'impression qu'ils savent pas trop quoi mettre parce qu'on les observe un peu en même temps partout, ils ont tendance à mettre crépusculaire. Ce qui a l'air de... Enfin, ça rajoute un peu quoi. Genre crépusculaire, ça se montre la nuit, mais un peu plus tôt, donc quand il fait encore vaguement jour, jusqu'à l'aube, donc plus tard que la fin de la nuit. Donc c'est un peu diurne, donc de vie le jour, et en même temps un petit peu nocturne, sauf que là apparemment il y a un terme pour définir ça, qui n'est pas crépusculaire. Donc pourquoi est-ce qu'ils mettent crépusculaire la moitié du temps quand souvent les sources ont l'air de
dire que c'est et nocturne et diurne. Je sais pas. Donc voilà, les animaux cataméraux, ça a l'air d'être le terme qui sert à définir des animaux dont on ne sait pas. Ils ont pas l'air d'avoir vraiment de rythme circadien, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, eux c'est la yes life en permanence. Hein. Enfin non, justement, ils se lèvent un peu quand ils veulent, ils bouffent quand ils veulent, bref, ils ont un rythme de vie un peu aléatoire. Donc un organisme catéméral a des périodes d'activité sporadiques, joli mot, qui paraissent aléatoires autant le jour que la nuit, durant lesquels il cherche de la nourriture. Il socialise avec d'autres groupes d'organismes et effectue également tout autre type d'activité nécessaire à sa subsistance. Voilà, ça c'est les animaux catéméraux, donc en fait lui on sait pas, il est en roue libre. Un peu comme moi. Là pour le coup c'est à propos justement. Alors il est carnivore, évidemment c'est un dauphin, il est piscivore, il bouffe des poissons. Aquatique, bah oui c'est un dauphin, hein. On a deviné. Précocial. Est-ce qu'ils auraient pas voulu mettre présocial plutôt? Attendez que je vire déjà tout ça parce que là on a 12 000 images qui ne servent à rien, donc ça va faire surchauffer mon PC pour rien. Les animaux précociaux. Et on n'a pas de description. Bon bah tant pis. Tac. C'est un nageur, no shit. Il est nomade, donc il circule, il va pas rester juste chez lui dans sa baraque et pas bouger. C'est un animal territorial, donc il laisse pas les petits potes rentrer chez lui sans rien. On va au moins se taper dessus très fort et celui qui perd il dégage. Grégaire. Merde, c'est quoi ce mot déjà? Ça veut dire quoi grégaire? C'est pas genre qui vit en société? Grégaire. Tendance qui pousse les animaux à vivre en groupe ou adopter un même comportement. Bon, c'est ça, c'est les animaux qui vivent en groupe. Ils sont vivipares, ils pondent pas d'œufs, ce sont des prédateurs. Donc ils mangent des trucs, des proies. Ils sont généralement solitaires, malgré qu'ils soient grégaires, donc ils puissent vivre en groupe. Ils sont migrateurs logiques, ils sont nomades. Donc ils font des grandes migrations d'un point à un autre. On les trouve en Asie, plus exactement en Asie du Sud, au Bangladesh, en Inde et au Népal, dans l'écozone indo-malaise. On les trouve, c'est des dauphins, donc on les trouve pas dans les montagnes, hein. On les trouve dans les lacs, les rivières, les estuaires, les zones humides, les eaux saumâtres, les eaux fraîches et les zones néritiques. Bref, s'il y a de la flotte, imaginez que c'est possible. Et j'imagine qu'il faut que ce soit de l'eau douce. Enfin, là, tout ce que je vois, c'est clairement de l'eau douce. Zone climatique, climat tropical. Et voilà, donc une photo du machin. Admirez la rangée de dents du machin, quand même. Lui, il se brosse bien les chicots, hein, parce que c'est plus blanc que blanc. Plus blanc que les miennes, en tout cas, je l'envie un peu. Régime et nutrition. On sait pas. La population, la tendance démographique de la population, donc le nombre est évidemment décroissant, la population se casse la gueule et bien sûr elle est classée comme en danger. Ça craint du boudin pour le dauphin. Hélas. Alors le machin... Animal World. Il y a peut-être moyen de trouver des... Je vais écrire n'importe comment, c'est pas grave. Il y a peut-être moyen de trouver des infos là-dessus. Animal World. Dauphin du Gange. Yes, j'ai trouvé les premiers coups. Alors le machin. Également appelé autoriser les cookies s'il vous plaît. Sousouk ou Boulan est un mammifère marin appartenant à la famille des Platanistidés. Ce cétacé est l'unique espèce du genre Platanista. Selon les auteurs, le dauphin du Gange est considéré soit comme une espèce monotypique, donc le seul de son genre, comptant 2 sous-espèces. Donc une fois à la phrase. Il est considéré comme une espèce monotypique, donc avec une seule espèce, avec éventuellement 2 sous-espèces qui constitueraient l'espèce. Voilà. Voilà. La seconde étant le dauphin de l'Indus. Platanista gangetica minor dont on vient de parler.
Alors, la description du machin, la maturité sexuelle. À la maturité sexuelle, la taille générale du corps et la longueur du museau des femelles ont tendance à être plus grands que les mâles. Bravo à elle. Les enregistrements non officiels donnent des femelles adultes mesurant 4 mètres. C'est beaucoup. Mais l'adulte moyen dépasse rarement 3 mètres. Petite bite. Voilà. À la naissance, les jeunes mesurent en moyenne 70 cm de long. Le poids typique d'un adulte se situe entre 51 et 89 kg. La chance. Les deux sous-espèces de dauphins du Gange ont une apparence physique presque identique. Ils sont facilement identifiés par leur museau allongé pouvant atteindre 20% de la longueur totale de leur corps. Ça et les yeux, j'avoue que ça trompe pas trop. Ça plus aussi la nageoire caudale atrophiée. Dorsale atrophiée. Une fois sexuellement mature, sa canne un max, les femelles développent des museaux légèrement plus longs que les mâles. Cette caractéristique est utile pour identifier les individus. Le bec est relativement plat et il devient plus large à son extrémité. Ils se plient légèrement vers le haut et peuvent atteindre une longueur de 21 cm. Sur les parties supérieures et inférieures de la mâchoire, elles ont de longues dents pointues visibles même lorsque la bouche est fermée. Sur la mâchoire supérieure, il y a entre 26 et 39 dents. C'est beaucoup de chaque côté. C'est beaucoup. Normalement, chez nous, c'est 32, en tout. Voilà. Et sur la mâchoire inférieure, il y a de 26 à 35 dents sur chaque côté. Il y a légèrement moins de dents en bas, encore que c'est vraiment en termes de potentiel max. Les dents inférieures sont généralement plus longues que les dents de la mâchoire supérieure, donc celle du dessus. Avec l'âge, les dents finissent par s'user et deviennent toutes plates. Contrairement aux autres dauphins, le dauphin du Gange manque de poils de museau. Hein? Alors là, par contre, j'ai pas compris. Bien conçu pour la vie aquatique, en même temps, c'est un dauphin. Les dauphins du Gange ont de longues nageoires qui peuvent représenter jusqu'à 18% de la longueur totale de leur corps. La queue est également assez grosse, bravo à eux, atteignant 46 cm, ou environ le quart de la longueur totale du corps. La nageoire dorsale ressemble à une bosse charnue sur le dos et ne mesure généralement que quelques centimètres de hauteur. Ils ont généralement une couleur allant du gris au brun, mais ils peuvent aussi avoir le ventre rose et le dos gris foncé. La couleur dorsale est généralement plus sombre que la couleur ventrale. Le crâne est très asymétrique et présente un front nettement raide et une crête longitudinale. Ces dauphins sont uniques parce qu'ils ont un long cou avec des vertèbres non fusionnées. C'est capable de tourner la tête d'un côté à l'autre avec une grande souplesse. Oui, parce que chez les dauphins, tout est soudé. Alors que là, non. Là, il fait ce qu'il veut, le truc. Genre, vous avez jamais vu un dauphin tordre la tête pour vous regarder sur le côté? Bah lui, il peut. Ce qui est très perturbant à imaginer. Les dauphins du Gange sont parfois appelés dauphins aveugles des rivières car les yeux sont extrêmement minuscules et dépourvus de lentilles. Ces animaux ne dépendent pas de la vision en tant que système sensoriel principal, c'est pas avec leurs yeux qu'ils voient le mieux, mais on pense que l'œil fonctionne comme un détecteur de lumière. Donc ils ont quand même des espèces de récepteurs de lumière, oui bon bah voilà. En gros, si vous allumez la lumière dans votre chambre, il va le voir. Ou plutôt il va voir la lumière, mais il va pas forcément voir la couleur sur les objets. Enfin, je ne dis pas qu'il ne voit pas la couleur, mais je veux dire qu'il va plus efficacement repérer la lumière avec ses yeux que repérer vraiment, avoir une vision détaillée comme nous de notre environnement. Il va voir des grosses zones blanches qui l'entourent et il va voir un peu moins de blanc là où il y a moins de lumière. Mais voilà. Les oreilles externes, généralement plus grandes, légèrement plus grandes que l'œil, sont placées juste en dessous des yeux. L'évent, oui, j'allais dire l'event parce que je suis fatigué. L'évent est positionné dans le sens de la longueur, ce qui est unique par rapport à ceux de la plupart des autres baleines à dents. Les dauphins du Gange ont généralement plusieurs plis qui forment un molleton. La fonction ou le but exact de cet ornement est parfaitement inconnu. Les dauphins du Gange occupent des systèmes fluviaux en eau douce en Asie du Sud. Ils habitent les systèmes du Gange et de l'Indus et leurs nombreux affluents, ruisseaux et lacs de communication. On les trouve dans
non, les affluents qui traversent les collines et les basses terres du Népal, environ 250 mètres au-dessus du niveau de la mer, et parfois dans les plaines inondables et les zones de rivières à fort courant. Ces dauphins de rivière préfèrent les zones créant des contre-courants tels que les petites îles, les coudes des rivières et les affluents convergents. Comme ces animaux occupent une vaste étendue de systèmes fluviaux, ils peuvent tolérer une grande variance de température. Ils habitent à des profondeurs de 3 à 9 mètres et doivent faire surface toutes les quelques minutes pour pouvoir respirer. Pendant la saison de la mousson, les dauphins du Gange migrent localement vers les affluents, puis reviennent dans les grands chenaux fluviaux pendant la saison sèche d'hiver. Ils se déplacent également le long de la côte du golfe du Bengale lorsque la mousson chasse l'eau douce le long de la côte sud-est de l'Inde. Hop. Ce sont les principaux prédateurs de leur écosystème fluviaux. Il n'y a pas grand monde à part nous qui vient les emmerder. La nage latérale et un coup souple rien à voir, leur permettent de fouiller le fond des rivières pour débusquer des proies cachées. La vitesse incroyable et leur capacité à nager dans des eaux peu profondes leur permettent de chasser et de rassembler des bancs de poissons. Ils se nourrissent d'une variété d'animaux aquatiques. Leur apparence physique montre à quel point ils sont bien équipés pour pêcher les poissons et les crustacés. Ils sont strictement carnivores, bien que la végétation ait été trouvée dans leur estomac. Ça leur arrive de bouffer de l'herbe, mais a priori c'est pas ce qu'ils visaient. Ou alors c'est comme votre chat qui bouffe de l'herbe à chat dehors. Il n'avait pas forcément prévu d'en faire son casse-croûte. Probablement à la suite de fouilles désordonnées dans le lit de la rivière ou des restes de plantes à l'intérieur du poisson que les dauphins ont consommé. Dans l'Indus, le poisson-chat à longue moustache, le Sperata aor, et le Catla, Gibellion catla, constituent la majorité du régime alimentaire du dauphin du Gange. D'autres poissons tels que le gobitanque, le poisson-chat fossile et d'autres sont fréquemment capturés. Outre les poissons d'eau douce, le dauphin du Gange mange les crustacés et les mollusques. Comment ça baise ? Les naissances, quel lapsus, peuvent avoir lieu toute l'année mais semblent se concentrer entre décembre et janvier et entre mars et mai. Bonjour. La gestation dure et généralement environ 10 mois, mais peut durer 8 à 12 mois. Les dauphins du Gange mettent au monde un seul petit, je suis désolé, j'ai pas dormi cette nuit donc je suis fatigué. Mettent au monde un seul petit mesurant entre 70 et 90 cm de long. Après environ 1 an, les juvéniles sont sevrés et atteignent la maturité sexuelle vers 10 ans, bien que la croissance continue jusqu'à 20 ans. Mais c'est pour ça qu'ils sont en voie d'extinction, ils baissent pas en fait. Ils sont pas en voie d'extinction, ils sont juste classés comme en danger. C'est juste l'avant-dernier grade avant vraiment que ce soit éteint, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. On sait très peu de choses sur la durée de vie et la longévité des dauphins du Gange. Peu de spécimens ont été observés pendant toute leur vie, mais quelques estimations sont disponibles. Les plus vieux mâles enregistrés avaient au moins 28 ans. Et la femelle la plus âgée atteignait 17,5 ans. Selon les estimations brutes, les dauphins âgés de 18 à 22 ans ne sont pas rares. Il y a des dauphins qui ont mon âge, de chez eux là. Et effectivement, on voit lui qu'il a les dents plates sur le devant. Moins derrière, mais le devant il a vraiment les dents très très plates. Les dauphins du Gange sont des animaux solitaires, mais ils se rassemblent parfois en groupe de 3 à 10 individus. C'est plus facile pour la baise, bien sûr, j'imagine. Des groupes allant jusqu'à 30 animaux ont été reportés. Les femelles ainsi que leurs petits restent ensemble jusqu'à ce que les juvéniles soient sevrés. En dépit de leur nature essentiellement solitaire, ces dauphins de rivière se rencontrent en petits groupes, en particulier aux jonctions des affluents où les proies se rassemblent. Certains considèrent les dauphins du Gange comme semi-grégaires. Il existe certaines indications de territorialité. Des comportements de poursuite chez les mâles ayant été observés. Généralement, ces animaux sont timides envers les humains, même en captivité. Leur nature insaisissable en fait des sujets difficiles à étudier. Les dauphins du Gange ont une méthode particulière pour nager, en ce sens qu'ils nagent sur les côtés lorsqu'ils sont submergés. En fait, ils font de la nage indienne. À un angle d'environ 10 degrés, ils nagent à quelques centimètres du bord, hochant constamment la tête, ce qui lui permet de balayer le fond à la recherche de bouffe. Pour des raisons inconnues, la plupart des individus nagent du côté droit. La nage latérale positionne également leurs yeux à un angle approprié pour la détection de la lumière.
fournissant peut-être une orientation de l'animal lors de la plongée. Leur queue est toujours positionnée plus haut que la tête dans le côté nageant, ce qui leur permet de nager à des profondeurs de 30 cm. Lorsqu'ils font surface, ils se stabilisent et nagent latéralement. En fait, ils font un câlin au sol dans l'eau, quoi. La zone de drainage du Gange est l'une des zones les plus densément peuplées du monde. Elle abrite environ un dixième de la population mondiale et en tant que telle, elle est extrêmement sollicitée pour ses ressources. Une menace majeure pour le dauphin du Gange a été le barrage extensif des réserves des rivières pour l'irrigation et la production d'électricité. On le vire de chez lui parce qu'on veut faire des barrages qui nous permettent de produire de l'énergie, qui isolent les populations et empêchent la migration saisonnière. Donc en plus on les bloque sur place, super. La population chimique, la circulation maritime, la chasse et les perturbations anthropiques sont également menacées. Cette espèce est aujourd'hui chassée pour son huile, comme beaucoup de baleines, ses appâts et sa nourriture pour la population locale. Il lui arrive également d'être pris par accident dans les filets de pêche qui ne lui sont pas destinés. Actuellement, le dauphin du Gange est une espèce hautement menacée d'extinction. C'est chaud sa mère pour son cul. Il est inscrit dans la catégorie en danger sur la liste rouge de l'IUCN, en annexe 1 de la CITES, ainsi qu'en annexe 2 de la Convention sur les espèces migratrices. Une évaluation de la population en 2017 estimait à moins de 5000 couillons l'ensemble de l'espèce, dont environ 3500 appartiennent à la sous-espèce du Gange et environ 1500 à celle de l'Indus. Indus, je sais pas. Cependant, les enquêtes sous-jacentes sont inégales dans le temps et on pense qu'elles contiennent beaucoup d'incertitudes. Les tendances démographiques actuelles ne sont pas claires. Une augmentation démontrable de la population fluviale principale de la sous-espèce Indus entre 1974 et 2008 pourrait avoir été provoquée par une migration permanente des affluents en amont, où l'espèce n'est tout simplement plus présente. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a déclaré le dauphin gangétique, l'animal aquatique national de l'Inde, un tronçon du Gange entre le Sultan Gange et le Kalgan dans le Bihar. L'Ol a été déclaré sanctuaire des dauphins et baptisé Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary. D'accord. La première de ces zones protégées. Le gouvernement indien d'Uttar Pradesh propage d'anciens textes hindous dans l'espoir de mobiliser le soutien de la communauté pour sauver les dauphinaux de leur disparition. L'une des lignes tirées du Ramayana de Valmiki met en évidence la force par laquelle le Gange est sorti des serrures de Lord Shivi. Là pour l'instant je comprends rien à ce que je lis, mais c'est bien. Et avec cette force, de nombreuses espèces telles que les animaux, les poissons et les dauphins. En anglais, il s'appelle le dauphin des rives du sud. Non, des rives de l'Asie du Sud. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier Poissuse. Et le second, Amazon River Dolphin. Celui-là, il a une petite particularité toute discrète, vous allez voir. Linia geoffrensis. Là. C'est Boliviensis, ça, c'est pas le bon. Je cherche un peu, c'est pas moyen de trouver un exemple. J'ai comme un petit doute. J'ai trouvé le genre. Inia est un genre appartenant à la famille des Delphinidae. Ce genre monotypique compte une seule espèce de dauphin, le dauphin d'Amazonie,
Inia geoffrensis. Le genre Inia fut décrit en 1834 par Alcide d'Orbigny, lorsque Delphinus geoffrensis, découvert par Henri-Marie Ducrotay de Blainville, oui, en 1817, fut reconnu comme un taxon unique. Le classement le plus récent de 1998 qui inscrit une espèce unique, Inia geoffrensis, dans le genre Inia avec 3 sous-espèces reconnues. La majeure partie de la communauté scientifique accepte cette classification unique, tout comme l'IUCN. Et putain, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Allez donc. Moi, je voudrais une photo représentative un peu. Il me semble que c'est les juvéniles qui sont surtout spéciaux. Et donc la spécificité de ce genre de truc, c'est qu'ils sont censés être plutôt roses. Bon bah je trouve pas de photo de lui rose. Normalement il est rose. Il y a vraiment des moments où on voit fort bien qu'il est rose. J'ai déjà vu des documentaires dessus où on voit qu'il est fort rose, mais là non. Page 256 dans le bouquin. Ça dit quoi? Regardez-moi ça. Là. Vous voyez bien comme il est bien rose le Dauphinou là. Et dans les photos et les vidéos, on en voit vraiment qu'ils sont bien roses quoi. Mais celui-là il a pas l'air. Et pas grand chose de plus que ce qu'on a déjà dit à dire. Ils sont pareils pour le coup, ils ont les vertèbres pas soudées, du coup ils peuvent tourner la tête s'ils veulent vous regarder. Pareil, une nageoire dorsale atrophiée. Pareil pour les dents. Pareil que pour l'autre je veux dire. Non, bah écoutez, ça a l'air d'être pareil. Hein. Bon. Ben voilà. J'avais prévu, hein, je dors un peu à moitié là parce que j'ai juste pas dormi cette nuit et je peux pas dormir maintenant donc.
galère, genre debout. Mais voilà, donc sachez que ces dauphins sont chelous. Ça m'emmerde de pas trouver d'informations un peu plus sur ces dauphins-là. C'est celui du Gange, moi je veux toi là. Pourquoi j'ai pas d'informations supplémentaires sur celui-là? Bizarre. Non mais ça c'est Gangetica, je sais bien, merci. Moi je veux Ignia truc. Ignia Geofrenzy, c'est pour moi d'avoir des infos dessus, même pas un peu. Le Boto, également appelé Boutou, dauphin rose de l'Amazone, ou encore Igni de Geoffroy, Ignia Geofrensis, est une espèce de mammifère de l'ordre des odontocètes. Il a des dents, c'est un dauphin vivant exclusivement en rivière, donc un dauphin d'eau douce. C'est la seule espèce du genre Ignia découverte jusqu'alors de l'espèce Ignia araguayensis, publié en 2014. Il ne faut pas le confondre avec le Tucuxis, le sotali de l'Amazonie, une espèce marine qui s'aventure aussi en eau douce, mais que c'est pas pareil. Au Miocène, l'Amazonie a été couverte d'eau de mer par intermittence. Donc l'île se faisait ravager par la flotte de temps en temps. Les dauphins d'eau douce descendent des ancêtres ayant peuplé les océans au Miocène et qui ont pénétré en Amazonie. Ils ont ensuite évolué pour s'adapter à l'eau douce lorsque la mer s'est retirée et puis sont restés là. Les dauphins de rivière semblent rose-orangé dans le bassin amazonien où la vase et la végétation décomposée donnent une couleur de thé au milieu aquatique. Une fois hors de l'eau, les dauphins apparaissent gris pâle, certains avec des marques roses. Et puis voilà. Bon, en vrai, je me sens trop crevé, je vais pas pouvoir réussir parce que sinon je vais avoir des gros vertiges, ça va être compliqué. Donc, voilà. Je vais m'arrêter pour maintenant. Peut-être, n'est pas impossible, que je restream dans la journée. Mais, genre si j'arrive à faire une sieste, peut-être, je sais pas, mais faut voir. Mais sinon, on peut se dire à après-demain. En tout cas, je restream pas le soir, c'est sûr, parce qu'il y a le karaoké de Pèlerine. La streameuse, allez voir, c'est très bien. Sur Twitch, toujours pareil, ici. Donc voilà, il y a ça, quoi. N'hésitez pas à aller voir. Ça commence vers 20h30, je crois. Pour ceux que ça intéresse. C'est très cool. Et puis voilà. Moi sur ce, je vous laisse. Éventuellement à tout à l'heure, mais comptez pas trop là-dessus, sinon à demain. Et voilà, ciao!